Ce n'est pas parce qu'un cadre est contraint qu'on ne peut pas faire des choses. En tout cas, c'est la posture que j'ai décidée. Sinon, on reste couché et on ne fait rien. Donc c'est un parti pris. Mais je trouve que globalement, il fonctionne plutôt correctement. De la rigidité, mais pas d'immobilisme, du coup. Exactement. Exactement. Nouvelle Donne. Entretien avec Bruno Mettling. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau rendez-vous de Nouvelle Donne. Je suis Ludovic Mina, journaliste chez Media Meeting et je suis accompagné par Bruno Mettling. Bonjour Bruno. Bonjour. Je rappelle bien entendu que vous êtes Bruno, le créateur de ce podcast et président et fondateur du cabinet de conseil Topix et que dans cette collection Nouvelle Donne, nous rencontrons divers DRH qui évoquent avec nous ce métier qui se transforme, évolue et qui montre qu'avec lui, c'est tout le monde de l'entreprise et la société qui bouge. Aujourd'hui, notre invitée est une invitée puisque nous recevons Valérie Decaux, directrice générale adjointe en charge de la direction des ressources humaines du groupe La Poste. Bonjour et bienvenue à vous Valérie. Bonjour. Alors avant toute chose, Bruno, dites-nous pourquoi est-ce que vous teniez à ce que Valérie participe à ce numéro de Nouvelle Donne ? Par rapport à l'idée de l'émission qui est de partager ces profils de DRH qui, aux têtes de ces fonctions des grandes entreprises, conduisent à la transformation de notre pays en matière de ressources humaines, c'est important pour moi d'avoir aujourd'hui la DRH du groupe La Poste. D'abord, c'est le premier employeur de ce pays, en dehors évidemment des administrations. Et c'est aussi une entreprise qui connaît une mutation incroyable, tout en étant fidèle évidemment à son appartenance à sa mission de service public. Et donc, la DRH de ce groupe porte un petit peu sur les épaules des enjeux de transformation considérables, une responsabilité importante de concilier des enjeux de performance et des enjeux de fidélité et de loyauté au service public. Et elle est un peu la cheville ouvrière dans la mutation que vit cette industrie du courrier aussi, de la capacité, j'allais dire, à ce que les hommes et les femmes restent mobilisés et accompagnent cette mutation. C'est pour ça que la tâche de Valérie est aussi importante à la tête des ressources humaines de ce groupe. Et c'est pour ça que, dans le cadre de ces émissions, c'est important pour moi de la voir, de partager son expérience, son retour d'expérience. C'est une façon aussi pour moi de rendre hommage à cette fonction de DRH dans les transformations de secteur public, dans les grandes entreprises de transport, du courrier, etc. C'est encore une fois un clin d'œil. Oui, cette fonction RH se construit aussi, se réussit aussi dans des enjeux importants qui sont ceux de la transformation du secteur public. Un symbole donc de recevoir Valérie Decaux. Alors Valérie, tradition oblige, dans cette deuxième saison, nous démarrons toujours nos podcasts avec cette question, simple, directe. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'être DRH aujourd'hui, en 2022 ? Vaste question. En tout cas, de mon point de vue, être DRH aujourd'hui, c'est vraiment savoir à la fois travailler au quotidien, dans l'intérêt du client, qu'il soit le client final ou le client interne. Et puis aussi, bien sûr, garder la perspective, la vision stratégique. Donc, il y a vraiment cette double focale en permanence. En tout cas, ça, c'est mon quotidien, c'est-à-dire traiter des sujets qui arrivent tous les jours, différents. Il faut résoudre et en même temps ne pas perdre de vue ce vers quoi on doit aller, ce vers quoi on doit embarquer l'entreprise. L'autre point, mais c'est en vérité la même chose, c'est allier la dimension stratégique de l'entreprise. On n'exerce pas le même métier selon l'entreprise dans laquelle nous sommes. Et puis, évidemment, avoir en tête la performance économique et aussi avoir à cœur, au fond, de servir l'humain et les salariés. Alors Valérie Decaux, on le sait, la fonction, on l'a dit, évolue, se transforme. Évidemment, on peut se demander quelles sont, selon vous, les clés d'une équipe RH performante. D'abord, il y a pour moi un basique, ce sont les valeurs avec lesquelles les équipes travaillent. C'est très important pour moi. Et c'est vraiment pas fake, je le vis, je conçois mon métier ainsi. J'en ai une haute estime pour moi, pour les autres. Et donc, j'attends des équipes qu'elles partagent mes valeurs qui sont celles assez simples, en vérité, de simplicité, de transparence, de respect d'équité, de respect de la diversité, de dimension d'inclusion. Ça, pour moi, ce sont les fondamentaux. Sans cette dimension-là, je crois profondément qu'on ne peut pas bien exercer ce métier. L'autre point, et je le dis parce que je travaille dans une grande entreprise, au sein d'une équipe, c'est le même sujet, c'est la coopération entre les membres de l'équipe. Une DRH est composée de différents experts qui sont bien sûr tous des managers, mais qui chacun ont véritablement leur métier. Et pour autant, la création de valeur,
elle se fait parce que ces experts-là savent travailler ensemble. Et c'est ça, selon moi, qui peut générer effectivement une vraie entente, une vraie dynamique, et qui est intéressant à la fois pour le DRH, mais surtout pour l'entreprise. Et puis enfin, je le disais, c'est le sens du client. Et déjà, si on a ces 3 points, je pense qu'on peut bien travailler. Alors, je pense qu'on y reviendra, mais cette culture managériale, comment est-ce que vous la traduisez au quotidien, peut-être ? Je suis attentive à partager le sens. J'ai la chance d'être membre du comité exécutif et à ce titre, voilà, d'être aux premières loges de la stratégie, de tous les questionnements que nous pouvons avoir autour de nos différents métiers. Et ce sens-là, je le partage. Simplement, mais chaque semaine, je fais une réunion d'équipe où on discute, etc., où je suis très transparente. C'est une règle du jeu aussi que je fixe en disant « je suis très transparente ». Et je vous demande de respecter la confidentialité au bon niveau sur ce sujet. Évidemment, ça nous amène à cette question. Comment est-ce que vous pourriez définir les risques et les opportunités de la fonction de DRH ? Pour moi, le risque, c'est de devenir une fonction très support, très technocratique, uniquement régalienne. Elle l'est, elle doit l'être, en partie, mais pas que. Pour moi, cette fonction, elle est éminemment vivante. Elle travaille sur l'humain. Le monde change, l'entreprise bouge beaucoup, la Poste surtout. Et donc, le risque serait de se cantonner finalement à ces rôles un peu de régulation ou d'édicter un certain nombre de règles. Je ne le vois pas comme ça, ce rôle-là. Je pense profondément que les DRH doivent absolument être en prise au quotidien avec ce qui se passe dans l'entreprise, avoir toujours les pieds ancrés dans le réel. Le plus grand risque de la fonction RH, c'est d'être cantonné dans cette vision administrative. Ce que moi j'appelais RHerie, que tu appelles technocratie, mais on voit bien qu'on peut avoir une fonction RH qui est au mieux dans le service, plus ou moins bien réalisé, à partir des anciennes directions du personnel qui ont un petit peu évolué, mais qui globalement, voilà. Et puis il y a une nouvelle fonction RH, et c'est cette fonction RH qui est en lien évidemment avec la stratégie. Et dans ce que dit Valérie, c'est très important, et je pense à tous vos jeunes auditeurs, que ce métier intéresse. Le grand risque de la fonction RH, c'est que dès lors qu'elle est devenue une fonction centrale de l'entreprise, qu'elle est au comité exécutif, qu'elle est partie pour nous, c'est qu'elle devienne une sorte de direction des sachants. Je ne veux pas être taquin avec les directions financières, mais on voit bien que de temps en temps, les financiers, il y a ceux qui sont au service du business, puis il y a ceux qui délivrent, j'allais dire, la règle, le contrôle, le dogme. Et bien, la fonction RH, elle ne peut pas être une fonction sachante qui s'abrite derrière son nouveau positionnement, derrière le rôle central qu'elle a dans les transformations d'entreprise, parce que les transformations s'accélèrent, pour ne pas garder cette culture du service, de la proximité. Alors voilà qui, sans doute, vous l'avez dit, va fortement intéresser tous ceux qui nous écoutent, tout comme le grand sujet que vous souhaitiez aborder avec notre invité Bruno, la rénovation du dialogue social. Alors déjà, très rapidement, pourquoi ce thème-là particulièrement ? Ce thème a été choisi par Valérie sur ce qui lui semble la clé de la réussite. Alors évidemment, ça m'inspire une première question. Parce que, on le dit souvent, en France, on aime bien être très critique sur la façon dont on fonctionne, s'organise. Quand je regarde ce groupe La Poste, que je prends un peu de recul, on voit bien qu'il a connu une formidable mutation dans ses activités. La distribution d'aujourd'hui est très différente de la distribution d'hier. Elle a fait une percée sur le colis. La distribution du colis qui est incroyable. Elle est présente à l'international. C'est devenu une entreprise qui est sortie des frontières de notre pays. Elle s'est développée dans la banque, sur la plupart des métiers de la banque. Elle a fait une entrée fracassante dans le domaine de l'assurance. Donc on voit bien que la Poste couvre, et avec une transformation absolument considérable, à l'intérieur, encore une fois, de la fidélité à ses missions de service public, un certain nombre d'éléments du statut. Et donc la première question que j'avais envie de poser à Valérie, c'est que dans cette transformation de la Poste, quelle est la place que le dialogue social a pu jouer ? La place du dialogue social, elle est juste fondamentale. Tu le disais, la Poste a beaucoup changé. Quelques exemples, parce que c'est très marquant. Le courrier, aujourd'hui, c'est environ 18% du chiffre d'affaires. 18% du chiffre d'affaires. Les volumes de courrier ont été divisés par 2 en 10 ans. En matière de courrier, la Poste perd chaque année entre 500 et 600 millions de chiffres d'affaires. Donc ça, quand on est face à son cœur de métier qui, en vérité, fond comme neige au soleil, il n'y a pas le choix, en tout cas pour les entreprises combatives. Il fallait se développer sur d'autres secteurs d'activité. Tu les as cités, le colis, la banque, l'assurance, bien sûr l'international aujourd'hui. Mais tout ça n'a pu se faire que parce qu'il y a eu un dialogue social, alors qui a évolué naturellement,
il ne se fait pas de la même façon il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Il évolue, les interlocuteurs changent, les méthodes changent, la façon d'envisager les référentiels de chacun change. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec les organisations syndicales réformistes qui choisissent finalement un syndicalisme d'engagement. Moi, j'ai envie de dire d'engagement réciproque. Et ça, c'est intéressant parce que la réciprocité, c'est bien cela qui permet d'aboutir, de mettre en œuvre avec succès. Et pour mener à bien de telles transformations, avec évidemment des volumes d'emplois qui d'un côté chutent, mais de l'autre côté se développent, il y a absolue nécessité de s'entendre, de partager le sens, de partager la méthode et d'arriver au résultat. Pas d'autre choix. C'est intéressant parce qu'il y a une constante, et tu l'as dit au passage, c'est que les grandes entreprises, et tout d'un coup j'avais en t'entendant une pensée pour Renault par exemple, qui avait des traditions sociales très fortes, qui freinaient les conduites dynamiques du changement, à un moment donné, le dialogue social est incontournable, c'est la clé, parce qu'on ne construit pas contre les représentants de ceux qui vivent l'entreprise au quotidien. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une espèce de prime aux organisations qui, à un moment donné, sortent des postures d'opposition à la transformation, parce qu'elles ont conscience que c'est tout simplement vital pour remplir leur mission et leur pérennité des emplois, et qui basculent dans cet accompagnement-là. Et pour moi, c'est clé. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il ne faut pas continuer à écouter ceux qui sont dans des postures plus radicales, mais ce qui est important, c'est que le corps social, quelque part, quand la transformation est conduite, quand il ressent ce besoin, eh ben, il accompagne à travers son vote aux élections professionnelles cet enjeu-là. Je trouve qu'il y a un cercle vertueux, on aime bien en France, on dit ce qui ne va pas, mais il y a un cercle vertueux qui est celui de la transformation, de l'accélération de la transformation, de la mise en place de nouveaux métiers. Le tout, évidemment, qui passe par le dialogue social, et le tout qui vient renforcer la position de ceux qui prennent leurs responsabilités, engagement, évidemment, dans le respect du rôle de chacun. Et j'aime bien cet élément-là. Et pour autant, c'est ma deuxième question à Valérie, il doit quand même subsister des vraies zones de rigidité dans ce dialogue social. On est entre nous, là. Quels sont les éléments sur lesquels tu aimerais continuer à faire progresser les choses, à transformer ce dialogue social? Alors oui, il y a des rigidités encore, bien sûr. Il y en aura toujours un peu. Ça fait aussi partie de la réalité des entreprises. Et puis la rigidité, c'est peut-être du point de vue de l'employeur, c'est peut-être pas du point de vue du salarié. Donc la question pourrait se poser en d'autres termes. Mais en tout cas, moi, ma vision des choses, c'est que en vérité, il faut conduire une évolution, une transformation, emmener vers. Donc c'est avec. Bien sûr qu'il y a des rigidités, bien sûr qu'il y a des lieux, des territoires où les oppositions sont fortes. Elles sont fortes de part et d'autre, de la part des organisations syndicales et aussi de la part du management. Ce n'est pas toujours facile au quotidien. Il y a des freins, des difficultés, des référentiels qui peuvent être profondément différents. Mais globalement, quand même, si je regarde sur un temps un peu plus court, des 5 ou 3 dernières années, finalement, ce n'est pas le côté rigide qui a empêché l'entreprise d'avancer. Donc oui, il y a des rigidités, certes. Pour autant, on peut faire des choses, on a fait des choses. Je cite un exemple concret. Il y a 1 an maintenant, nous avons négocié un accord social qui est un peu un socle social important pour moi, puisqu'il comprend un engagement très fort qui est écrit, et qui est de dire nous choisissons de ne pas recourir à de plans de départ contraints. Et la condition de réussite de cela, malgré les baisses des effectifs dans certains domaines, c'est que les postiers, les salariés puissent se saisir de parcours professionnels pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Donc c'est en cela que je redis que l'engagement réciproque a du sens, parce qu'un accord, c'est un engagement réciproque. Et dans les engagements réciproques, quoi de plus fort finalement que de dire que nous choisissons finalement de préserver l'emploi et que la contrepartie, parce qu'il faut qu'il y ait des contreparties, sinon ce n'est pas de la réciprocité, eh bien c'est que nous, entreprises, nous proposions, et c'est ce qu'on fait, des parcours professionnels d'évolution qui permettent
à des facteurs de devenir développeurs-concepteurs et qu'on embauche dans notre branche numérique, ou encore à des chargés de clientèle qui sont dans les bureaux de devenir acheteurs. Ils suivent des parcours professionnalisants sur une durée de plus d'1 an, au terme de laquelle ils obtiennent un diplôme, une certification, donc c'est reconnu, et qui deviennent acheteurs chez nous parce qu'il se trouve que nous avons du mal à recruter des acheteurs. Donc certes, les rigidités, mais au fond, si moi je regarde, je me dis que je vois plus finalement de réussite, même si certes le cadre est contraint, mais ce n'est pas parce qu'un cadre est contraint qu'on ne peut pas faire des choses. En tout cas, c'est la posture que j'ai décidée. Sinon, on reste couché et on ne fait rien. Donc c'est un parti pris, mais je trouve que globalement, il fonctionne plutôt correctement. De la rigidité, mais pas d'immobilisme, du coup. Exactement. Hein ? Exactement. Et du coup, en t'entendant, il y a une autre idée qui me venait, c'est celle de l'innovation sociale. On voit bien que le cadre dans lequel s'organise le dialogue social de l'entreprise, soit il vous contraint, soit vous vous dites à un moment donné, il y a une histoire, il y a une tradition et des équilibres, il y a des engagements, mais il n'y a pas d'immobilisme, pour reprendre votre expression. Et donc, du coup, ça vous amène à être innovant sur le plan social. Et je trouve que transformer, évidemment, les métiers, comme c'est en train d'être fait, pour aller sur des parcours très différents et qualifiants au passage, quand on devient acheteur, quand on devient dans le numérique, etc., à partir évidemment d'un parcours qui était fondamentalement différent, voilà une belle responsabilité réciproque et qui permet évidemment, qui est la contrepartie, un engagement très fort sur l'emploi. Je voulais, autour de cet enjeu du dialogue social, t'entendre sur un sujet un petit peu plus large, qui est la place du dialogue social dans cette mutation du travail. La conviction, je crois, que toute la communauté des DRH partage, c'est qu'on vit la plus grande transformation du travail avec le travail hybride, avec des nouveaux enjeux de qualité de vie au travail. On voit bien que la problématique du risque psychosocial se déplace. On voit bien que les nouvelles formes de management, tout ça crée un espèce de terreau de très grande transformation du travail. Et je voulais savoir comment, à la Poste, vous abordez, via le dialogue social, cet enjeu, j'allais dire, d'accompagnement, la place de la négociation dans cette transformation du travail. D'abord, de façon assez habituelle, en tout cas comme beaucoup d'entreprises, on a, dans le bon sens du terme, utilisé la crise Covid pour se reposer évidemment les questions autour du télétravail. Il y avait un accord à la Poste qui était assez ancien, il datait de 2013, il avait été revisité en 2018. Et finalement, au terme de la crise, comme beaucoup d'entreprises, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de métiers qui étaient plus largement éligibles au télétravail. Pas simple dans une entreprise de main-d'œuvre qui est assez hiérarchique, où traditionnellement, on aime bien, comme dans beaucoup d'industries, finalement, avoir ces équipes sous la main, de passer à ce télétravail ou ce travail hybride. On l'a fait dans de bonnes conditions. Les choses se sont bien passées. Et aujourd'hui, en vérité, ce n'est plus un sujet. C'est-à-dire que là où il y a eu par moments des réticences, des angoisses du management, aujourd'hui, ça s'est fait. On est même passé au siège en partie au flex office. Tout ça s'est fait. Et tout ça s'est très bien passé. Il y a encore sûrement un peu d'adaptation. Donc on voit finalement que même dans des entreprises dont on pourrait se dire ce sont des gros systèmes, on ne peut pas les changer. Non, c'est pas vrai. En vérité, les choses se changent et finalement avec beaucoup de souplesse et de simplicité. Donc le corps social adhère à cela. Ça correspond à un vrai besoin et ça suppose que l'entreprise l'entende. Moi, je suis attentive parce que la Poste est une entreprise de main-d'œuvre, à ce que les choses restent en équilibre. Il me tient à cœur de ne pas créer de fossé entre, d'un côté, ceux qui sont sur le terrain, les chargés de clientèle en bureau, les facteurs, les opérateurs et les livreurs de colis d'une part, et puis ceux qui peuvent bénéficier du travail hybride d'autre part. Ça, c'est une vraie question pour moi. Et on l'a traité en se disant, il faut que les choses restent équilibrées. Donc nous, on a choisi plutôt 2 jours de télétravail. On peut aller jusqu'à 3, mais c'est quand même 2 la recommandation. Et moi, je suis très à l'aise avec ça
parce que j'avais le souci de ne pas créer 2 entreprises finalement. Une entreprise où chacun pouvait travailler de sa campagne, même si au fond je n'ai rien contre, et puis une autre où tous les jours il faut être sur le terrain, tôt dans les bureaux, tôt dans les centres de tri. Et donc ça, c'est quelque chose auquel je veille encore aujourd'hui. Ensuite, il y a le management, parce que au travers de cette crise Covid, la question du management, de la responsabilité, de la demande d'autonomie, elle s'est amplifiée. En fait, on a tous fait le constat que finalement, avec tout ce télétravail complètement contraint et 5 jours sur 5, l'entreprise, elle avait continué de fonctionner. Et il nous est même remonté, à certains endroits, qu'elle avait presque fonctionné mieux. Elle a fonctionné mieux. Pourquoi ? Alors, certes, c'était la crise, il fallait agir, mais chacun finalement, a pris plus facilement ses responsabilités parce que le chef était loin, parce que... Donc, ça a aussi permis, je pense, de révéler des dimensions de responsabilité et d'autonomie qu'on n'aurait peut-être pas vues. Donc ça, c'est une dimension importante, dimension sur laquelle on essaye de capitaliser, puisque dans notre plan stratégique, la dimension managériale a toute sa part, ce qui est normal dans une entreprise de main-d'œuvre, à côté du client, et que ces dimensions de gestion de la transversalité, de la responsabilité, de la prise d'autonomie, elles sont traitées. Et ça tombe bien parce qu'en vérité, c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est un peu mon deuxième point. Et puis, ce que moi, j'ai fortement perçu, quels que soient d'ailleurs les métiers de l'entreprise, c'est ô combien, évidemment, le digital, le numérique avait pris de l'ampleur. De l'ampleur dans le bon sens du terme. D'abord, ça a permis à énormément de salariés de s'approprier, alors certes avec un peu de pression, mais réussi finalement, tous les outils. Et aujourd'hui, c'est rentré complètement dans les mœurs, c'est un usage quotidien. Et aussi pour le service au client, puisque on a développé bon nombre d'applications où aujourd'hui, vous pouvez faire un appel au facteur pour qu'il repasse livrer votre colis, ce qui n'existait pas avant. Vous signez sur le Factéo à distance. Enfin, voilà. Donc, toute cette dimension numérique, finalement, elle s'est développée très vite, certes, pendant une période de crise, mais elle a contribué aussi à faire un peu changer cette dimension managériale et cette dimension du travail. Donc c'est les 3 points pour moi, le travail hybride, les implications sur le management et puis la vraie existence dans le quotidien des salariés du digital. Et la culture du management, est-ce qu'elle est à repenser aussi, selon vous ? Alors oui, elle est à repenser. Elle est à repenser parce que le monde change et que le management doit changer, s'adapter. Alors on l'a vu avec le travail dit hybride et une demande finalement d'organisation un peu plus à plat. Mais la culture managériale à la Poste, qui est au départ une entreprise industrielle et qui est aujourd'hui une entreprise de service. Donc ça, c'est un monde aussi qui change, c'est une bascule, alors ça se fait progressivement, mais ça suppose que le management, il sache plus motiver, attirer les talents, gérer la complexité, gérer les situations individuelles, bien sûr gérer le dialogue social, indispensable chez nous, évidemment. Donc toute cette dimension a été prise en compte, je le disais, dans le nouveau plan stratégique, et puis la dimension de coopération au service du client, elle est particulièrement traitée en ce moment puisqu'on développe un programme de formation autour de ce sujet parce qu'on a beaucoup de métiers, beaucoup de branches, de business units et qu'on a un impérieux besoin de servir le client. Parce que sinon, on est plusieurs directions, plusieurs BU. Le client, c'est le même. Et c'est lui seul que nous devons servir. Coopérer et être centré client, donc, les 2 volets essentiels que vous nous décrivez. Bruno, un dernier commentaire peut-être avant de passer à la dernière rubrique de cette émission. Oui, un tout petit commentaire pour dire que cette transformation du management, elle est clé. Elle passe par les compétences qu'a rappelé Valérie. Et il y a une donnée qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, quand on regarde les cadres dans notre pays,
Et c'est pour montrer à quel point les changements sont importants. Quand on regarde les gens qui ont le statut cadre, il faut savoir aujourd'hui que ceux qui encadrent au sens traditionnel, c'est-à-dire quand une responsabilité hiérarchique parmi les cadres, sont moins nombreux, j'ai bien dit moins nombreux, 42-43%, que ceux qui sont dans des logiques d'expertise, de plus en plus nombreuses, et on revoit l'enjeu de la transformation numérique dont parlait Valérie, de ceux qui ont des responsabilités d'animation éphémère, responsables de projets, etc. Et donc, voyez-vous, quand on parle de ce terme générique de manager, la réalité derrière, c'est qu'elle est profondément de plus en plus spécifique entre les experts, entre les responsables de projets, et puis le manager encadrant une équipe stable, traditionnelle. Donc, je termine par ça parce qu'on voit bien que c'est l'une des clés de la transformation réussie. Et c'est pas un hasard si Valérie a terminé là-dessus, derrière les profondes transformations qu'elle nous a permis de toucher du doigt aujourd'hui, qu'a vécu cette entreprise La Poste, dans un contexte, j'allais dire, exigeant sur le point de vue social, mais globalement relativement apaisé, en tout cas par rapport à ce qu'on a pu connaître, des transformations dans l'histoire de cette entreprise-là. L'une des clés, c'est la capacité d'avoir su accompagner ce management, et c'est pas un hasard s'il est au cœur du futur volet humain du projet stratégique dont parlait Valérie. Très bien, je crois que c'est très clair. On passe donc à cette dernière petite épreuve, si on peut dire cela ainsi, Valérie Decaux, à laquelle vous allez vous prêter, comme tous nos invités, le portrait chinois. Si vous le voulez bien, vous connaissez évidemment le principe. Alors, des questions, des réponses courtes. Votre meilleur souvenir professionnel, c'est la première question, Valérie. L'accord de nuit que j'ai conclu chez Monoprix, il y avait un très gros enjeu de chiffre d'affaires et d'animation des centres-villes et du service client déjà à l'époque. L'échec qui vous a fait grandir? Je me suis trompée d'entreprise, donc je me suis mal recrutée moi-même. Voilà, et j'en ai tiré les conséquences en choisissant vite une autre voie. L'entreprise que vous auriez voulu inventer? WWF. Et pourquoi donc? Parce que je suis sensible à la cause écologique, à la cause animale. Une citation que vous aimez vous répéter? La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Albert Camus. Très bien, voilà, très inspirant comme citation. Un entrepreneur que vous admirez particulièrement? Jacques-Antoine Granjon. Pourquoi donc? Le créateur de vente privée. Exactement. Je crois que ça a été un des premiers en France à saisir ce marché, que je trouve l'homme assez inspirant. Il est un peu décalé et j'aime bien ça. Une inspiration pour nos auditeurs, un livre, un podcast, une musique? Alors j'ai beaucoup aimé le livre d'Alexandre Jolienne qui s'intitule « Vivre sans pourquoi ». En quelques mots, pourquoi ce choix-là? Question philosophique sur pourquoi l'humain, pourquoi vivons-nous. Voilà, le livre est vraiment intéressant, inspirant, et puis on peut le lire même si on n'a pas fait une maîtrise de philosophie. Si vous deviez explorer un autre métier? Il y en a deux, très différents. Vétérinaire ou danseuse. Ah oui, très différent, en effet. Bon, pas de regret d'avoir choisi le vôtre de métier tout de même. Aucun. Bon, tant mieux. Merci infiniment, Valérie Decaux, d'avoir accepté de vous prêter au jeu, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Bruno, merci à vous aussi. On vous retrouve évidemment très vite dans le prochain épisode de Nouvelle Donne. À très vite, Bruno. À très vite. Merci, Valérie. Merci. Et quant à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à nos podcasts. À bientôt. Nouvelle Donne. Entretien avec Bruno Mettling.